Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'APM. Aujourd'hui, nous recevons Eric Heyer avec qui nous allons parler de l'évolution de l'économie mondiale et de ses principaux enjeux. Eric, tu es docteur en économie, directeur du département Analyse et prévision de l'OFCE, le centre de recherche en économie de Sciences Po, et tu es membre du Haut Conseil aux finances publiques. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et je suis ravi de t'accueillir dans ce podcast. Je t'ai vu dans beaucoup de médias, de gros médias, avec une grosse caisse de résonance, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, chez France Inter, chez France 5, RMC, BFM. Tu es partout, hein. Je pense qu'il y a aujourd'hui, en tout cas depuis la crise Covid, des grandes questions que l'on se pose sur l'économie. Alors, bien sûr, les médias, mais aussi les gouvernements. Il faut quand même avoir en tête que on pensait vraiment que les pandémies s'étaient terminées. On pensait qu'il y aurait plus de guerre en Europe. On pensait que l'inflation avait disparu et que c'était plutôt la déflation qui nous pendait au nez. On pensait même que lorsqu'un président en France était élu, il avait la majorité. Et on voit que toutes ces certitudes volent en éclats et donc on a besoin effectivement de comprendre ce qui se passe pour comprendre, on questionne des experts. Alors, on fait partie, nous, de ces experts à l'OFCE et moi, en tant que directeur du département analyse et prévision, bien entendu, ça fait partie de notre travail que de tenter d'éclairer, alors avec beaucoup de prudence, avec beaucoup aussi de modestie, parce qu'on est quand même dans un monde aujourd'hui qui est complètement bouleversé et qui bouleverse notamment tous nos instruments que l'on avait à notre disposition avant la crise de la Covid. Et ça, alors, ouais. Alors, j'ai plein de questions qui me viennent, mais déjà, voilà, pour poser un peu le décor. Donc, toi, est-ce que tu serais une sorte de facilitateur pour le grand public, c'est quand même des notions qui sont extrêmement complexes en général. Toutes ces notions de macroéconomie, on est sur des choses qui sont systémiques. On ne connaît pas forcément l'histoire de l'économie et du coup, se projeter, c'est pas forcément simple. Toi, quelle posture tu prends quand tu vas dans ces médias-là, avec à la fois tout le bagage technique et l'accès à l'information que tu as, et en même temps une audience qui a peut-être pas ce niveau-là? Bon, ça fait partie de la tâche d'un économiste alors qui vient à l'OFCE. C'est-à-dire que ouais, moi, j'ai effectivement, tu l'as rappelé, je suis docteur en économie, donc je viens plutôt de l'université. Et donc, quand je faisais mon doctorat ou ma thèse, en gros, je parlais à 10 personnes. Il y avait 10 personnes qui pouvaient comprendre à peu près l'étendue de mes travaux et la façon dont je pouvais mener ma recherche. Vraiment, si j'ai décidé d'aller à l'OFCE, c'est justement pour mettre l'intégralité de cette technique au service du débat public. Et donc, l'idée, c'était plus de parler qu'à des chercheurs, mais de parler à des hommes politiques, à des partenaires sociaux, des syndicalistes ou qui soient du côté du salariat ou du patronat, et aussi parler aux médias et parler donc au grand public. Et donc, mais tout ça avec une sorte de rigueur scientifique. Donc c'est ça qui est un peu compliqué, c'est-à-dire que en gros, en tout cas le département dans lequel je suis directeur, ce que je demande en fait, c'est que chaque travail de, qui émane du DAP, de ce département, doit à la fois avoir un article scientifique qui décrit le travail, donc là c'est pour parler aux chercheurs, et ce même travail doit être décliné en trois autres publications. Une publication qui essaye de comprendre comment finalement le résultat de cette recherche peut être mis en application et en musique pour aider les hommes politiques à s'emparer de ce travail et les dire, tiens, voilà, sur la base de ce travail-là, voilà quel type de politique économique je pourrais proposer. Donc ça, c'est un autre travail qu'on appelle un policy brief. Et ensuite, deux autres, un pour les journalistes, c'est-à-dire pour le très grand public, et un autre pour les étudiants. Et donc voilà, donc ça veut dire que le même travail doit avoir quatre débouchés pour la recherche, pour les hommes politiques, pour les médias et pour les étudiants. Quand on arrive à faire ça, on est très satisfait. On n'y arrive pas à chaque fois. Mais en tout cas, c'est le but. C'est en gros, moi j'ai souffert, hein, si je parle un peu de j'ai souffert pendant que je faisais ma thèse en fait, d'être dans l'incapacité d'expliquer lors des repas de Noël l'économie à mes grands-parents ou à mes oncles.
ça, c'est une grande difficulté aujourd'hui dans l'académie, c'est qu'on jargonne beaucoup, on rentre dans la technique très vite et on a du mal à expliquer finalement ben, l'actualité et comment on pourrait effectivement traduire toute cette recherche pour le commun des mortels. Donc l'OFCE est né aussi de cela et donc on essaye de répondre à cette question. Ce d'autant plus que entre nous, aujourd'hui, on a du mal à avoir beaucoup de certitudes et donc essayer de bien planter le décor et poser les problèmes, ben, ça nous permet aussi d'avancer dans notre recherche. Donc toi, oui, effectivement, tu parles, ces 4 langues, hein, les langues, des étudiants, du grand public, des journalistes et des experts. Donc tu voilà, tu une sorte de passeur sur ces thématiques-là qui sont complexes. Une des questions que je me posais, c'est est-ce que, aujourd'hui, dans le contexte, que l'on connaît, on enregistre, on est en octobre 2022, donc ça fait 2 ans qu'on traverse une crise de pandémie mondiale, quelques mois qu'on traverse un conflit, entre la guerre, un conflit de guerre entre l'Ukraine et la Russie. Est-ce que, toi, tu as observé que ça a fait augmenter l'intérêt du grand public pour les questions, macroéconomiques et économiques? Bon, il me semble que quand on regarde les présidentielles et même avant cette crise-là, l'économie a souvent été au cœur, hein, des préoccupations des Français. Alors c'est le taux de chômage, c'est le pouvoir d'achat, on a envie de dire que même en dehors de la crise économique, c'était quand même des sujets qui étaient, C'est déjà présent. extré ouais, déjà présents et donc il fallait tout de même, qu'on arrive à, bah, décrypter pourquoi on avait un taux de chômage au-dessus de nos partenaires, comment on pouvait essayer d'arriver au plein emploi. Bon, c'est des questions qui alors aujourd'hui, bien entendu, qu'avec des éléments un peu extraordinaires, encore une fois, une pandémie, ou une guerre, sur le continent européen, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu, ce type d'événement se produire et donc là, on voit bien qu'il y a en plus un vrai besoin, de rassurer la population, mais pas pour donner des bonnes nouvelles, mais pour dire, ben voilà, on essaie de comprendre ces phénomènes-là. Et donc, bah, pour comprendre, il faut, bah, bien entendu, essayer d'en débattre avec des experts. Alors, on n'a pas tous le même point de vue, donc c'est extrêmement important parce que c'est pas une science exacte, l'économie, contrairement à d'autres sciences. C'est une science sociale, hein, l'économie. Donc, vous voyez, être sûr de quel type de comportement va être engendré par un événement particulier. Bon, personne n'est sûr de cela en économie, hein, vous voyez, puisqu'on va vivre dans un monde de plus en plus incertain, bah, les comportements vont être incertains également. Et donc, Mmh. on ne peut pas dire avec précision ce qui va se produire demain, mais on essaie de décrypter petit à petit tous les champs des possibles et bon, bah, voilà, essayer de d'expliquer tous les mécanismes qui sont aujourd'hui à l'œuvre. Il y en a beaucoup. Et donc, ben, ça nécessite beaucoup de temps d'explication. Et ce, d'autant plus que dans les médias, dans les grands médias auxquels tu as fait référence, le laps de temps est quand même assez réduit. Donc, on ne peut pas tout expliquer d'un coup. Donc, il faut revenir Réussit quand même à régulièrement. avoir des pastilles de 4-5 minutes, ce qui est déjà conséquent finalement dans un Oui. monde, Mmh, d'instantanéité, mmh. finalement c'est pas si mal. Dans ce podcast, j'avais reçu un invité, je me souviens qui faisait de la prospective et il me disait, la métaphore c'était celle du lance-pierre. Si tu veux bien pouvoir te projeter, te projeter, il faut pouvoir remonter le plus possible dans son passé pour comprendre ce qui a pu se passer et toi, tu t'es intéressé beaucoup à la crise de 2008, à essayer de comprendre avec 10 ans de recul, ce qui est peut-être peu, enfin ça c'est à la fois beaucoup et à la fois c'est quand même, peu, mais tu t'es intéressé aux mécanismes pour comprendre quels avaient été quel impact avait eu cette crise-là sur différents critères et puis comment la reprise s'était organisée. En quoi ça aujourd'hui, ça peut nous aider à comprendre et peut-être anticiper des choses qui vont se passer là en 2023-2024? Ouais, alors c'est vrai que la nature de la crise d'aujourd'hui est pas du tout, la même que la crise de 2008, hein. Donc, la crise de 2008, c'était bien une crise du système en lui-même, très endogène au système. C'est les banques, qui sont au cœur de ce système qui, ben, avaient, été un peu imprudentes, pour le dire, de façon, très rapide et donc, avaient endetté des ménages qui n'avaient pas les moyens de rembourser avec, ont une idée que bon, ça se passerait bien si les prix devaient continuer à augmenter, les prix de l'immobilier devaient continuer à augmenter et si les taux d'intérêt restaient extrêmement bas. On savait que ces deux conditions
allait un jour ne pas être respectée, donc il allait avoir une grande crise, mais une crise du système. Hein. Là, c'est deux crises complètement exogènes. C'est d'abord une pandémie, un virus qui arrive, et ensuite une guerre et une augmentation des prix de l'énergie qui proviennent de l'extérieur. Donc attention, c'est pas du tout les mêmes ressorts, et donc on peut pas prendre exactement les mécanismes de 2008 et essayer de se dire, voilà, aujourd'hui, comment ça va se traduire. Ce qui est tout de même intéressant, si on veut quand même garder à l'esprit la crise de 2008, c'est pas tellement la crise de 2008, mais plutôt la crise de 2010-2011, parce que en Europe, on a connu une double crise, celle de 2008, comme tout le monde, et comme aux États-Unis, comme dans tous les pays développés, mais à l'inverse des autres zones qui ont rebondi progressivement, nous, on a connu une autre crise en 2010-2011. Et ça, potentiellement, il faut garder à l'esprit ce qui s'est produit en 2010-2011. 2010-2011, et ça a duré jusqu'en 2014, c'est une crise qu'on appelle de la dette souveraine européenne. C'est-à-dire que globalement, on est arrivé à des niveaux d'endettement un peu partout dans les pays développés très élevés. Et donc, on s'est dit, 2-3 ans après la crise, il va falloir rembourser. Euh, et le fait qu'on soit allé beaucoup trop vite en Europe dans la tentative de rembourser tout ce que nous avait coûté la crise de 2008 en termes d'aide publique, qui a provoqué, c'est ce qu'on appelle l'austérité, hein, quelque part, en Europe, ça a provoqué une récession, alors moins forte, mais une récession un peu partout dans les pays de la zone euro, pas dans les autres pays. Bon, mais ça, je pense qu'il faut le garder à l'esprit. C'est-à-dire que si on ne veut pas, 2-3 ans après la crise de la Covid, hein, c'est-à-dire aller en 2024, si on veut que 2024, on ne connaisse pas une crise spécifique à la zone euro, il va falloir qu'on garde à l'esprit ce qui s'est produit en 2011, 2010-2011, et qu'on ne le reproduise pas. C'est-à-dire que on entend aujourd'hui la petite musique qui nous rappelle que la dette publique a fortement augmenté pendant la crise Covid, le quoi qu'il en coûte, et pendant la crise énergétique, les boucliers tarifaires, et qu'il va falloir arrêter cela et commencer à rembourser. Ah, voilà. Et ben, donc du coup, cette question est légitime, mais il va falloir qu'on trouve un autre moyen de réduire l'endettement public que le moyen qu'on a mis en place en Europe entre 2011 et 2014. Sinon, là, pour le coup, on retomberait dans une crise que l'on connaît et qui serait de nature en fait budgétaire et d'austérité, qui débouche sur généralement des crises sociales et une crise, peut-être le mot est fort, mais en tout cas un franc ralentissement de l'économie. Donc ça, je pense qu'il faut, là, l'examen de l'histoire récente est extrêmement important de ce point de vue-là, plus que les ressorts liés à la crise financière. On n'est pas dans une crise financière là aujourd'hui, même si la hausse des taux peut provoquer des petites faillites, mais pas du système financier de mon point de vue. Donc là, Et quelles seraient les préconisations alors ou les pistes, les différentes options qu'on aurait pour pouvoir ouais. éviter Bah alors, ce que nous dit justement l'Académie, il y a eu beaucoup de travaux académiques qui ont essayé de comprendre pourquoi seul en zone euro on est tombé en récession à ce moment-là. Donc, en gros, on a réappris ce que nous disait Keynes en 1936, en gros. Hein. C'est-à-dire que globalement, quand vous vous lancez dans l'austérité, il faut le faire d'abord pas tous en même temps. Il faut le faire de façon, en tout cas, adaptée et surtout pas de façon systématique et dire ben, il y a certains pays qui se lancent, puis d'autres, voilà, qu'on essaye de faire un plan où on ne rentre pas tous en même temps dans l'austérité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut le faire quand on a passé la crise économique. Il ne faut pas le faire trop tôt. D'accord. Et donc, si vous le faites trop tôt, les mécanismes, en fait, amplifient l'austérité. Donc, ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, il faut que la politique monétaire, c'est-à-dire que la Banque centrale, accompagne ce mouvement. Et donc, dit autrement, si on se lance dans une politique budgétaire austère, il ne faut pas que la politique monétaire le soit également. Donc, vraiment, c'est ça les trois conditions. Pas tous en même temps, de bien attendre le bon moment, c'est-à-dire le moment où on est bien sorti de la crise, pas le faire quand on est encore en crise, et avec une politique monétaire qui est expansionniste, c'est-à-dire qui compense une partie des effets récessifs. Si vous le faites dans ces trois conditions-là, alors
l'austérité aura très peu d'incidence sur la croissance. Et donc, et ça, c'est intéressant parce que du coup, quand vous faites de l'austérité, c'est-à-dire que vous essayez de faire des économies, ben, ces économies vont bien aller dans la réduction du déficit. Et donc ça, c'est ce que l'on veut. Ce que l'on veut pas, c'est que ces économies cassent la croissance économique et donc provoquent une hausse du chômage. Et donc, ce que vous économisez d'un côté, vous allez le perdre de l'autre parce que la récession va revenir, donc vous allez avoir moins de recettes. Et puisque le chômage augmente, vous allez avoir plus de dépenses et donc, du coup, les économies disparaissent. Et donc, vous avez fait toute cette austérité pour rien et vous avez provoqué une hausse du chômage. Donc, c'est vraiment ces trois conditions qu'il va falloir garder. Alors, c'est facile à dire quand on est chercheur. Après, il va falloir qu'on mette ça en musique. Et donc, vous voyez, puisqu'on ne va pas tous sortir les pays européens au même rythme de cette crise, ben on peut dire bah, les premiers qui sortent se lancent dans Mmh. l'austérité, mais ceux qui sont encore en crise, on ne leur demande pas de le faire. Ça, c'est la première. Et c'est la première et la deuxième condition qui peuvent être du coup respectées avec la phrase que je viens de dire. Et ensuite, il va falloir dire à la politique monétaire, ben ça y est, maintenant qu'on se lance dans l'austérité, il faut arrêter d'augmenter les taux d'intérêt, il faut arrêter de faire une politique d'austérité, et il vaut mieux essayer même petit à petit de faire d'évaluer quelque peu sa monnaie pour que l'on gagne en compétitivité vis-à-vis du reste de nos partenaires en dehors de la zone euro. Et donc, sous ces trois conditions qu'il faudra garder en tête, eh ben, il va falloir mettre en place les politiques budgétaires et monétaires en 2024, 2025, 2026. Donc tout ça là, c'est l'intervention plutôt des États, des banques centrales. Et les chefs d'entreprise et les entreprises, quel rôle peuvent-elles ou doivent-elles avoir ou dans quel état d'esprit on doit aborder les années qui arrivent là, selon toi? Bon, là, bien entendu, ce que je viens de décrire, c'est plutôt le contexte dans lequel les entreprises vont devoir eh ben, faire du business, quoi. Prendre leurs décisions, Donc, prendre leurs piloter leur décisions. Bon, politique. voilà. Après, il faut quand même avoir en tête une autre contrainte, mais qui est sans doute beaucoup plus lourde, parce qu'elle n'est pas conjoncturelle, elle est structurelle, c'est la transition écologique, hein. Donc ça, c'est extrêmement important. La contrainte budgétaire, monétaire, elle dépend de la conjoncture, on l'a décrit. Par contre, la contrainte environnementale, c'est une contrainte qui est une contrainte dure et qui va rester présente pendant jusqu'à la fin. Donc, et ça, je pense qu'il va falloir que les chefs d'entreprise aient bien ça à l'esprit. Donc, je pense que à très court terme, il faut qu'ils se posent la question du court terme, comment je gère avec le budget, avec la politique budgétaire et monétaire qui vont être plus ou moins restrictifs dans les prochains temps, comment je gère le climat social. Et donc, qu'est-ce que je dois faire sur les salaires aujourd'hui, comment je rémunère au mieux mes salariés, comment j'attire les compétences, comment je continue à accroître les compétences Mais je de mes collaborateurs. je rebondis juste sur ce Mmh, point, excuse-moi, mmh, Eric. ouais. On en est où aujourd'hui des questions justement du chômage? Heu, Mmh. est-ce que et le recrutement, bon, on sait que le Mmh. recrutement dans certains, domaines, c'est en grande tension, mais globalement, toi, tu as une vue plus macro, de ça? On en est où aujourd'hui en octobre 2022 là, de ces sujets? Bon, c'est vrai que le marché du travail aujourd'hui est quelque chose d'assez extraordinaire, dans le sens, on a du mal à l'expliquer, du côté positif. C'est-à-dire que on a un franc ralentissement de l'activité. Alors on n'est pas en récession, hein, mais une activité qui, depuis 3 trimestres, tourne autour de zéro. On pourrait même avoir un petit chiffre négatif, dans les prochains trimestres, mais allez, on va dire zéro croissance. Et pourtant, des difficultés de recrutement et pourtant les chefs d'entreprise qui continuent à embaucher massivement. Aujourd'hui, on a jamais créé autant d'emplois à croissance donnée. C'est assez extraordinaire de ce point de vue-là. Donc, ça fait maintenant plus un an et demi que les chefs d'entreprise nous disent qu'elles n'arrivent pas à recruter. Et pourtant, tous les mois, on est surpris par les chiffres d'emploi qui sont au-dessus des attentes. Donc, Pour quelle ça, raison alors? c'est Parce qu'on anticipe une croissance à revenir ou pour quelle ah raison? voilà. Je sais pas. Bon, Je alors sais ça, vous voyez, si c'était une science exacte, j'aurais une réponse ferme. Donc aujourd'hui, on n'est que sur des pistes. peut-être. OK. Donc la première piste, alors qu'on essaie de creuser, la première piste, c'est que globalement, les salariés aujourd'hui sont beaucoup moins productifs que les salariés avant la crise. Bon, voilà, le télétravail, le sens au travail, enfin pour différentes raisons qu'on pourra peut-être développer, les salariés aujourd'hui sont moins productifs. Et Alors donc les chefs d'entreprise, pour produire la même chose, ont besoin de plus de personnes qu'avant.
parce Ça, on va qu'on le ne voir dans connaît. les comptes de résultats 2022 directement, puisque ça, c'est de la charge directement Oui, pour les c'est la charge directe. Ah, mais ça, de toute manière, il y a beaucoup d'emplois. Mais c'est peut-être, mais la première raison, qui serait assez négative, hein, ouais, c'est ben, voilà, une négatif. productivité qui s'effondre aujourd'hui. Pourquoi c'est négatif? C'est-à-dire que dans ces cas-là, il ne faut pas augmenter les salaires, hein. C'est-à-dire que augmenter les salaires, ça n'a de sens que, alors, bien sûr, quand il y a un peu d'inflation, il faut couvrir cette Mmh, inflation, mais normalement, à inflation donnée, vous donnez plus à vos salariés s'ils sont de plus en plus productifs. bien sûr. C'est ça la répartition de la valeur ajoutée, une partie pour le travail, une partie pour le capital, et c'est bien la productivité qui doit aider à cette répartition. Donc si c'est négatif, eh ben, il faut même baisser les salaires quelque part. Donc vous Et s voyez, et ça, sinon, est-ce que ça il va pas y avoir une incidence qui serait la montée des prix? Puisque si on a notre coût de alors, production OK. qui Donc, augmente, vous pouvez dire, on est d'accord, obligé. sinon, oui, alors d'accord. Ou alors, ça veut dire vous augmentez les salaires et les prix. Mais Les alors là, est-ce qu'on est aujourd'hui, est-ce que les entreprises sont dans un segment où la concurrence est beaucoup plus faible et donc elles auraient un pouvoir on appelle ça un price maker. C'est elles qui euh, feraient les prix et donc, OK. Donc, bien sûr que si c'est ça, ben, il n'y a aucun problème. Si les coûts augmentent, les prix de vente augmentent, ça fait de l'inflation macro et donc sans doute au bout d'un moment des banques centrales qui vont réagir en augmentant les taux d'intérêt. Mais sinon, effectivement, on peut le voir. Mais on sait que dans beaucoup de segments de l'économie, les entreprises ne sont pas des price Mmh. makers, elles sont des price takers et donc elles ne peuvent pas diffuser l'intégralité des hausses de coûts dans leurs prix. Sinon, elles perdraient trop en part de marché. Et donc, dans ce cas de figure-là, c'est bien les marges qui chutent. Et au bout d'un moment, bah, les marges d'aujourd'hui, c'est l'investissement de demain et l'emploi d'après-demain. Et donc, bah, tout ça va s'ajuster très lentement. Donc, première idée, quand même, si on en revient au marché du travail, c'est la productivité des salariés qui serait beaucoup plus faible. Bon, heureusement, il y a d'autres pistes. D'accord. Alors, les autres pistes, c'est bon, la piste la plus favorable, en fait, c'est qu'aujourd'hui, quand on questionne les chefs d'entreprise, quand je dis on, c'est l'INSEE ou la Banque de France qui les questionne tous les mois, on est aussi surpris du moral qui reste quand même élevé. Vous voyez, pourtant, on est dans un monde où là, il y a les mauvaises nouvelles, elles volent en peloton. Enfin, ce n'est pas la bonne expression, mais bon, vous m'avez compris. C'est-à-dire que globalement, bah oui, vous voyez, il y a guerre, il y a inflation, Bah, tu as il y a prononcé le mot tout à l'heure, un niveau d'incertitude, qui exactement, est beaucoup atteint. d'incertitudes. Et pourtant, le moral des chefs d'entreprise, tel qu'il ressort des enquêtes, reste au-dessus de la moyenne historique. Là, Bon. on parle en France à chaque fois ou c'est, Alors, au niveau alors, européen alors, globalement? c'est vrai dans les deux, mais c'est vrai dans les deux, que ce soit en zone euro ou en France. Et en France, le niveau est même légèrement supérieur à ce qu'on peut retrouver en moyenne en zone euro. Bon, c'est l'Allemagne qui fait vraiment, où le moral c'est le plus dégradé, en D'accord. fait. Bon, c'est sans doute lié au fait que vraiment le modèle industriel allemand est en train de voler en éclats et bon, c'est là où les perspectives sont les plus compliquées. Mais bon, si je regarde la moyenne de la zone euro, on est au-dessus de la moyenne et en France, on est même significativement au-dessus. Donc les chefs d'entreprise confiants, ils recrutent. C'est ça quoi? Alors, Ils ont voilà. Et confiance pourquoi en ils recruteraient? Parce que quand on regarde ces indicateurs de confiance et par quels mécanismes ils sont tirés, c'est en grande partie par des carnets de commandes qui sont encore pleins à craquer, qui n'ont jamais été aussi pleins. C'est-à-dire que habituellement, dans les carnets de commandes, vous aviez 2 à 3 mois de production à venir. mmh. Là, aujourd'hui, vous en avez entre 5 et 7. Donc, vous avez beaucoup de productions qui n'ont pas été réalisées parce qu'il vous manque un approvisionnement et donc une pièce. Donc, vous avez des contraintes d'approvisionnement aujourd'hui qui sont réelles et qui font que vous n'avez pas produit tout ce que vous voulez, mais vous avez les carnets de commandes qui sont pleins. OK. Et donc, si vous avez les carnets de commandes qui sont pleins à craquer, vous vous dites, bon, je Alors vais c'est pas recevoir cette bien. pièce. Ouais. Et donc, du coup, je vais devoir produire cela. Et donc, il me faut de la main-d'œuvre. Et là aussi, c'est important de rappeler que les difficultés de recrutement, on en avait avant la crise Covid. Et donc, on est un peu traumatisé, j'exagère un peu le terme, mais par les difficultés de recrutement. Et donc, vous vous dites, bon, bien sûr, compte tenu de mon activité aujourd'hui, je devrais licencier ou Mmh. me séparer d'un certain nombre de collaborateurs. Mais attention, demain, je vais devoir réembaucher ces personnes-là parce que ma production bah, les problèmes d'approvisionnement vont se lever, et donc il va falloir que je produise. Et donc, voilà, d'abord, ça me coûte cher de licencier puis de réembaucher. Il y a des coûts qui sont associés à ces deux mouvements.
Et puis, bah, peut-être que je vais payer plus cher une main-d'œuvre demain parce que les difficultés de recrutement seront plus élevées. Donc, je garde finalement cette main-d'œuvre et c'est de la rétention. Et donc, c'est ça qui nous surprend, c'est qu'il y a finalement beaucoup. Et donc, ça serait le truc le plus positif. Après, il y a d'autres éléments un peu moins positifs, mais qui permettraient d'expliquer. C'est que, en gros, globalement, il n'y a pas eu beaucoup de faillites d'entreprises pendant la crise Covid. Enfin, depuis 2020-2021, on n'a pas encore le chiffre définitif de 2022, c'est pas terminé, mais on a beaucoup moins de faillites depuis la crise Covid qu'avant la crise Covid. C'est très curieux. Grâce au quoi qu'il en coûte. Et voilà. Et donc, en gros, globalement, alors que il y a eu une crise gigantesque, on a aidé tout type d'entreprises, y compris des entreprises qui auraient dû faire faillite. Hein. Vous voyez, la statistique, c'est normalement il y a 55 000 faillites chaque année. Bah, depuis 2020, on tourne entre 30 et 32 000. Donc, on est quand même très en deçà. Bon, mais ça, c'est important. Pourquoi? Pour comprendre l'emploi. C'est-à-dire que les entreprises, on les sauve, ou on les a sauvées par des PGE, par la dette fiscale. Euh, mais elles auraient dû normalement euh, bah, faire faillite et donc libérer cette main-d'œuvre. Et donc, en fait, la main-d'œuvre, elle est restée dans des entreprises qui n'ont pas de valeur ajoutée. Donc, ça ne se voit pas du côté de la valeur ajoutée, mais l'emploi est là, enfin, est dans ces entreprises. Et donc, bah, ça fait baisser la productivité parce qu'effectivement, ces entreprises auraient dû licencier. Elles ne l'ont pas encore fait. Je dis bien encore fait parce que il va y avoir un ajustement dans les trimestres à venir. Et donc, les entreprises qui recrutent, d'accord, normalement, elles recrutaient beaucoup de salariés qui avaient perdu leur emploi dans ce type d'entreprise. Bah là, ces salariés qui avaient perdu leur emploi bah, sont restés ne sont pas sur le marché du travail, enfin, ne sont pas sur le marché du chômage, et donc du coup, ça fait des difficultés qui sont importantes. Il y a d'autres raisons à cela. Il y a aussi une autre raison importante, c'est le taux d'absence. C'est-à-dire que aujourd'hui, la Covid n'est pas terminée. Il y a encore beaucoup d'absence. Je dis bien d'absence, hein, pas d'absentéisme, c'est-à-dire de l'absence liée à la maladie. Je suis positif au Covid, je ne viens pas travailler du jour au lendemain. Eh ben, dans un grand nombre de secteurs, les entreprises ne peuvent pas se permettre eh ben, un aussi fort taux d'absence et donc ont quelque part des remplaçants et donc ont une main-d'œuvre pour justement très vite répondre à une absence qui viendrait du jour au lendemain. Donc tout ça fait que il n'est pas sûr qu'il y ait une baisse réelle de la productivité. Ça peut être un comportement. D'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, s'il y a la croissance économique, il y aura beaucoup moins de création d'emplois parce que les entreprises vont utiliser l'emploi qui aujourd'hui n'est pas utilisé à plein dans les entreprises pour produire. Et donc, attention, il y aura des gains de productivité très forts, mais ces gains de productivité très forts, ça veut aussi dire moins de création d'emplois à croissance donnée. Et alors selon, quelles données, rassurantes pourraient nous laisser penser à une reprise de la croissance dès 2023? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce qu'on ne sait pas? Bon, Là, on est dans le T4, 2022. hmm. Il y a un principe Bon, de prudence évident dehors, c'est ce qu'on entend, prudence, mais quand même, tu l'as dit, le moral est bon. hmm. Et pour un économiste alors, quelle est la Bon, tendance? à très court terme, c'est-à-dire que là, on est effectivement dans le quatrième trimestre, mais on n'a pas encore le troisième trimestre, hein, c'est normal. Mmh. Bon, le troisième trimestre, on l'aura vendredi. Bon, là, le chiffre, il devrait, selon moi, être positif, très légèrement. Un 0,1, 0,2 de croissance trimestrielle, c'est pas gigantesque, mais on n'est pas en récession. Donc, on devrait encore avoir de l'activité. Ça, c'est les données dures qui nous le disent. La production industrielle ne s'est pas effondrée, la consommation des ménages non plus. Donc, on a quelque chose qui devrait être, allez, légèrement positif. La grande question, c'est plutôt l'hiver, en fait. Hein. Entre nous aujourd'hui, ce qui est en suspens, il y a deux gros points. Il y a à la fois, est-ce que l'inflation va rogner vraiment le pouvoir d'achat des ménages ou les marges des entreprises, et donc comment on va finalement sortir de cette crise inflationniste dans le très court terme. Et il y a les problèmes de rationnement potentiel qu'on pourrait avoir rationnement de gaz, d'électricité. Donc ça, c'est les deux gros éléments d'incertitude dans le très court terme, hein, c'est-à-dire quatrième trimestre de cette année et premier trimestre de l'année prochaine. C'est comment on va passer l'hiver. Et Ça est-ce que... excuse-moi, attention sur Ouais, les matières premières, gaz, sur ouais, l'énergie, c'est un sujet dont on n'entendait pas autant parler ah avant, bah non, la crise, bien sûr. en Ukraine. Hem, Mmh. Ah bah ça, oui, non mais c'est durable ce problème. Je veux dire, durable. En tout ouais, cas, non, durable,
C'est un Après, ça problème, dépend quel horizon. Mais en tout cas, ça va être dans les prochains mois. Non, mais il faut rappeler, ce problème de l'énergie, c'est un problème lié au conflit russe et Ukraine, hein. C'est-à-dire donc que, si le euh, conflit s'arrête, se stoppe, alors, heu, si ce conflit s'arrête ou stop, ça c'est un premier point, même si on voit bien que, quoi qu'il arrive, on veut sortir, quand je dis on, c'est l'Union européenne, veut sortir de la dépendance énergétique à la Russie. Quoi qu'il arrive, même si mmh, globalement le conflit peut s'éteindre, on a pris cette décision-là de sortir à la fois de la dépendance au pétrole et au gaz russe. Bon, c'est-à-dire que alors que c'était notre principal fournisseur d'énergie, alors pas pour en tout cas de pétrole et de gaz, en France on avait le nucléaire essentiellement, mais sinon globalement pour un grand nombre de pays, le pétrole et le gaz provenaient de la Russie. Et donc du jour au lendemain, on a décidé, alors très vite pour le pétrole, et normalement un peu moins vite pour le gaz, d'arrêter d'en importer. Bon, mais ça veut dire que là, d'un coup, si votre demande continue à être élevée et que vous voulez vous passer d'une offre gigantesque qui est l'offre russe, ça fait monter les prix. Et mmh, donc là, ça fait à la fois augmenter les prix et au bout d'un moment, même potentiellement, même à des prix élevés, il est possible qu'on n'arrive pas à substituer ce gaz russe à une autre forme de gaz qui peut provenir du gaz de schiste ou d'ailleurs. Et donc, qu'il en manque. On peut et là dire, on voilà. revient Et donc on là, il est revient possible, aussi avec selon nos les projections, enjeux, pardon, excuse-moi. ouais. Vas-y. Non, mais selon les projections, effectivement, alors que ça dépend beaucoup de la météo. Et donc, effectivement, si on est dans vous voyez, en gros, globalement, si on ne fait rien, c'est-à-dire si on n'essaie pas avec de la sobriété, hein, de limiter notre consommation de gaz et de pétrole en Europe, hein, je parle, Mmh. il faut s'attendre à des problèmes de rationnement, même si aujourd'hui les stocks sont pleins, il faut s'attendre à des problèmes à partir du mois de février, hein. Alors peut-être avant si l'hiver est froid, mais globalement, il faut s'attendre à des rationnements. Bon, alors bien sûr que ça, c'est sans les économies potentielles qu'on va demander et aux citoyens et aux entreprises. Mais aujourd'hui, donc il y a un niveau de prix, les prix explosent. Est-ce que les entreprises à ce prix-là peuvent encore produire? Mmh. D'accord? Et aussi, même celles qui le peuvent, est-ce qu'elles en auront? Et donc, vous voyez, ça, c'est quand même deux grandes incertitudes pour les 6 mois à venir. Et Et donc, qui peuvent avoir une incidence très forte sur l'activité. ça, c'est que le marché qui va réguler ça, typiquement? Ou est-ce qu'il peut y avoir, on peut imaginer encore des actions, enfin l'action de l'État pour, aider et accompagner les entreprises? Parce que comme tu le disais, si à un moment on est dans une logique, post-crise mondiale de relocalisation Mmh mh. de certains Mmh. pans de notre industrie, qu'en même temps, on a besoin de continuer à créer de l'emploi, d'aller chercher de la croissance, mais qu'on produit à perte parce que le coût de l'énergie a complètement explosé, que dans certaines activités, ça pose de vrais problèmes. Mmh. Plus le fait qu'on a peut-être aussi de moins de débouchés, sur certains marchés à l'export, liés là à la reconfiguration, du monde. Quel rôle vont avoir à jouer les États là-dedans? Bah, très important. Oui, cette crise-là, alors là, c'est la crise énergétique. Bon, pour la Covid, c'était un peu pareil, mais la crise énergétique, c'est encore plus présent. C'est bien une ponction. On est en train de vivre une ponction de l'extérieur. Vous voyez, puisque cette énergie, le gaz, le pétrole, on n'en produit pas en Europe. Très peu. On est dépendant. Et donc, du coup, quand ces prix-là augmentent, c'est bien l'étranger, quelque part, qui nous ponctionne euh, plus de revenus à quantité, même qui baisse, c'est quand même plus de revenus. On l'évalue, nous, pour la France, à quasiment 3 points de PIB. Un point de PIB, c'est 25 milliards. Donc, vous voyez, c'est aux alentours de 70 milliards de pertes pour l'économie française. Et donc, vous voyez, une fois que vous avez la facture, 70 milliards, il faut se dire qui va payer cette facture. Et il n'y a pas 36 acteurs hein, dans l'économie. Il y Ouais. a les entreprises, les ménages ou les finances publiques. Et donc, ces 70 milliards, on doit se les répartir sur ces trois acteurs. Et on comprend bien que c'est trop gros, 3 points de PIB, c'est trop gros pour que un acteur, notamment privé, Ouais. ménage, entreprise, le prenne en intégralité. Donc c'est pas possible. Ça ferait, si on demandait aux entreprises de le prendre en intégralité, ça veut dire quoi le prendre en intégralité? Ça veut dire que de demander aux entreprises d'augmenter les salaires
au niveau de l'inflation. C'est-à-dire que c'est un choc inflationniste, c'est pas aux ménages à le supporter, d'accord? Et donc, si c'est pas aux ménages, c'est aux entreprises, on verra après les finances publiques, et donc ça veut dire les salaires devraient progresser comme les prix en Mmh. moyenne. Bon, bah, les entreprises, là, si tel devait être le cas, et puisque elles auront du mal quelque part à réintégrer tout ça dans leur prix de vente, Même si elles avaient envie, il y aurait de la casse, de toute façon. voilà, il va y avoir de la casse, donc c'est pas possible, c'est trop haut. OK. Ok. Et si elles arrivaient à le mettre dans leur prix de vente, alors là, c'est l'inflation qui serait nourrie, d'accord? Et là, ça serait Et là l'inflation interne. Et là, c'est les banques centrales qui, ah bon, mais dans ouais, ces OK. cas-là, j'augmente très vite les taux d'intérêt et je provoque une récession. Donc, quoi qu'il arrive, ça débouche sur une récession. Donc, on ne veut pas. Donc, on peut se dire c'est aux ménages, mais les ménages non plus ne peuvent pas supporter une perte de 3 points de PIB. Ça serait, parce que c'est très inégalitaire l'inflation, c'est-à-dire que ça pèse plus sur les ménages modestes que sur les ménages aisés, mais on sait que ça pèse à niveau donné, ça pèse aussi plus sur euh, les, les ménages qui habitent dans un milieu rural plutôt que dans un milieu urbain. Ça pèse plus sur les ménages âgés que chez les jeunes. Donc bon, voilà, ça va faire une énorme source d'inégalité, une énorme perte de pouvoir d'achat, donc chute de la consommation, donc aussi récession, donc c'est crise économique et sociale. Bon, on n'en veut pas non plus. D'accord. Excuse-moi, Et juste sur les oui, ménages, je viens sur un point parce que j'ai entendu parler de surépargne. Je t'ai entendu parler de oui, surépargne des ménages pendant le oui, le covid et à quoi ça correspond ça et en quoi ça peut être un levier pour aller, bah, oui, financer un petit bout de ça? oui, tu as raison. Alors en fait, là, il faut revenir donc à la crise Covid. La crise Covid, globalement, c'est on a peu ou prou maintenu le revenu des ménages par du quoi qu'il en coûte, hein, par de l'activité partielle. Donc le revenu des ménages, c'est pas dégradé, pas tellement dégradé. Et à côté de ça, on a empêché les ménages d'aller consommer comme ils le souhaitaient avant. On a fermé les commerces non essentiels, on a confiné, on nous a confinés, on nous a empêchés d'aller faire du tourisme. Et donc, du coup, un ménage, ouais, avait toujours la même somme qui arrivait sur son compte en banque, mais moins de consommation qui sortait puisqu'on empêchait de consommer tout ce qu'il voulait. Et donc, c'est ça qu'on appelle la surépargne. D'accord. Donc, ça veut dire, pourquoi on n'appelle pas ça de l'épargne? C'est que l'épargne, normalement, il y a une volonté d'épargner. C'est-à-dire que c'est le ménage qui dit, tiens, je vais mettre de côté pour préparer ma retraite ou pour acheter mon bien immobilier ou pour... voilà. Mais il y a bien une volonté derrière. Alors que là, c'est, bon, je ne l'ai pas souhaité, forcément, mais OK. je le constate. Et ça, c'est la Banque de France qui nous dit que globalement, il y a beaucoup plus d'argent aujourd'hui sur les comptes en banque et les livrets A, donc tout ce qui est Mmh très mh. liquide, aujourd'hui, qu'avant la crise, et on l'évalue à peu près à 170 milliards. Donc 170 milliards de surépargne, c'est gigantesque. Alors pour le coup, vous voyez, c'est beaucoup plus que les 75 de ce que nous coûte la Ça, crise. Mais c'est c'est pas réparti. réparti. Et non, Ouais, voilà. voilà, c'est ça. Le problème, c'est que c'est pas bien réparti dans la Ça répartit pas population, hein. sur Ça ceux serait, qui supporteraient le choc ou et ben non, malheureusement, parce que, globalement, quand on dit qu'on a maintenu le revenu de tous les ménages, alors pas des plus modestes, en fait. eh Parce oui, que, vous voyez, quand vous étiez, pareil, le voilà, c'est décret. exactement. Donc, si vous étiez dans un contrat court, ben, Mmh. vous n'avez pas droit à l'activité partielle. Donc, votre revenu a pu chuter. Bon, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que quel type de consommation on a empêché? Pas l'alimentaire, pas le logement, pas tout cela. Là, par contre, vous deviez payer pour votre Oui, logement, pour vous nourrir. Donc, quand ça représente ouais. 99% de votre consommation, ça n'a rien changé. En revanche, on a empêché d'aller au théâtre, au cinéma, faire du tourisme, etc. Et ça, c'est plutôt de la consommation qui pèse lourd dans la structure d'un ménage aisé, pas un ménage modeste. Et donc, bah, sans grande surprise, que nous dit le Conseil d'analyse économique, c'est que cette surépargne, elle est concentrée dans le haut de la distribution. Hein. 80% de cette surépargne, on la retrouve dans les 20% des ménages les plus aisés. Donc, c'est aussi source d'inégalité. Et cela, Mais on oui, effectivement. aller, on pourrait pas imaginer, je sais pas sous quelle forme, quelque chose qui permettrait à ces gens de participer à l'effort collectif, Oui, bien à sûr. la de la société en expliquant bien, Bien sûr, que vous pouvez il y très a bien, c'est une tentation, dire, bah, là, je vais augmenter bah, l'impôt sur les ménages les plus aisés, non mmh, pas, mais de façon très transitoire. Alors, vous voyez, il va falloir bien l'expliquer parce que un ménage, alors,
bien sûr, ça dépend, mais un ménage des 20% les plus aisés qui a cette surépargne peut dire, mais attends, mais cet argent-là, je l'ai gagné normalement. Mmh. C'est mon bien-être qui s'est détérioré parce que tu m'as empêché de la consommer. Et là, tu me dis, ben, je vais te le reprendre. Bon, Oui. donc il va falloir bien expliquer aussi ces choses-là, mais bien sûr. Mais là, je pense que quand même, tu touches un point important, c'est que il faut revenir du coup à la crise énergétique. C'est 75 milliards de coûts, c'est 3 points de PIB, d'accord. Comment, enfin, c'est vraiment quelqu'un qui doit payer cela en France, et forcément. Donc, soit on dit c'est aux finances publiques de tout prendre, d'accord. Donc, on continue le Ça quoi va qu'il en poser coûte. la question à un moment de qui va payer cet effort de guerre là, Et ben Covid voilà, plus, ben donc voilà. la Mais finance non, mais publique, c'est, qui va payer? C'est mais, nos mais enfants, en fait. alors, soit tu dis c'est nos enfants, on met tout ça en dette publique et c'est à nos enfants à gérer tout cela, d'accord. Bon, bon, ça, on voit bien que ça, il y a une petite limite à ce raisonnement parce qu'effectivement, on peut dire Bon, des gros les, les chèques, un peu. générations futures vont nous dire, mais donc en gros, toi, t'as pas voulu répartir cela et tu nous as laissé le soin de le faire. Donc, tu vois, ils font la même chose. Ils disent, bah, on va nous aussi le reporter à demain. Bon, donc Une voilà, on voit bien. planète sur laquelle, on récupère un héritage, qu'il va falloir bon. Bon, il va bien falloir un moment qu'on réfléchisse. Et du coup, il est possible qu'on se dise, mais c'est aussi à l'intérieur de cette génération qui vit ces deux chocs. Ben, peut-être qu'on ne le vit pas de la même manière, ces deux chocs. Et peut-être qu'il y a des ménages bon, qui n'ont pas on n'a pas le choix, on ne peut pas leur demander de payer cet effort parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Et puis Mmh. d'autres qui ont les moyens de le faire. Et donc, c'est plutôt de ce point de vue-là qu'il va falloir expliquer. C'est notamment la crise ukrainienne, et ces 75 milliards, c'est bien le coût de la guerre ou le prix de nos valeurs. C'est-à-dire que on a bien indiqué, on veut bien indiquer à un moment à un dictateur qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir, qu'il y a un droit international et on, on peut pas s'affranchir. Et donc, si on veut pas provoquer une guerre traditionnelle, c'est-à-dire mettre un soldat européen ou français face à un soldat russe, eh ben, on peut le faire d'un point de vue Mmh. diplomatique, ça marche pas très bien, et donc c'est les sanctions et sortir sa dépendance. Bon, sortir de cette dépendance et lui montrer finalement le prix de nos valeurs, ça a un coût. Et donc il faut pas voir ça comme une perte, il faut voir ça juste comme un effort de guerre. Et cet effort de guerre, bien entendu, on ne peut pas le laisser intégralement à aux générations futures. Et donc, il va falloir qu'on se le répartisse entre nous. Et quelle est la façon la plus juste de se le répartir? Bon, bien sûr que personne ne va lever le doigt en disant bon, ok, je le prends. Mais il va bien falloir se dire il y a certaines entreprises qui n'ont pas les moyens, d'autres qui ont les moyens. Et donc aux entreprises, mais c'est un peu le vœu du gouvernement. On entend Bruno Le Maire, on entend Elisabeth Borne ou Emmanuel Macron dire les entreprises qui peuvent augmenter les salaires, s'il vous plaît. Donc, mais bon, ok, donc c'est celles qui le peuvent pourraient prendre une partie de cet effort. Et il faudra bien dire aussi aux ménages, les ménages qui le peuvent, d'accord, aidez-nous à le financer. Et donc ça peut être soit vous voyez, aujourd'hui, on fait des aides à tout le monde, 30 centimes d'aide à la pompe, on les a, qu'on soit aisé ou pas aisé, que l'on utilise cette essence pour aller travailler ou amener les enfants à l'école ou pour partir en vacances avec une grosse cylindrée. Donc, est-ce qu'on peut pas dire, bon, ben voilà, là, on n'a pas voulu cibler. Est-ce que du coup, on peut se dire, bon, mais peut-être que les 30 centimes, toi, ménage aisé, on n'aurait pas dû te les donner parce que globalement, tu n'en as pas besoin. Eh ben, on va te les reprendre. Et on te les reprend par une forme d'impôt. Donc Il va mais il va falloir un récit. Il va un falloir un récit. ouais, il va falloir un gros courage politique pour porter, une mesure comme celle-là. Oui. Surtout quand vous êtes élu avec comme idée un peu claire, hein, il n'y aura jamais de hausse d'impôt. Alors à partir du moment où vous dites il n'y aura jamais de hausse d'impôt, vous ne voulez pas vous dédire, même si vous voyez il y a une crise exceptionnelle. Et donc, ça va passer plutôt par la réduction de la dépense publique. Mais vous voyez, le problème de la réduction de la dépense publique, et en tout cas celle qui est proposée aujourd'hui par le gouvernement, ça touche plutôt l'assurance chômage, ça touche la réforme des retraites. Donc c'est comme ça, c'est ça les plus grandes pistes d'économie que nous propose le gouvernement. Mais attention, vous voyez, l'assurance chômage, Oui. c'est pas les ménages aisés qui vont être impactés.
Et donc, c'est plutôt les ménages qui sont en difficulté. Et la réforme de la retraite, avec la piste âge de départ à la retraite qui va être augmentée, bah, ça va pénaliser un peu plus ceux qui ont commencé tôt leur carrière, qui sont plutôt des ménages modestes. Donc, attention aux tensions sociales qui apparaissent aujourd'hui. Bon, pas très étonnant compte tenu de la conjoncture. Eric, un grand merci. On a papoté 45 minutes, mais j'avais trop de questions et j'en aurais encore. Mmh. Je pourrais passer autant de temps, c'est passionnant. Merci pour la Ouais, vulgarisation et nous rendre toutes ces notions qui sont très macro, très complexes, digestes. Un grand merci pour ça. Je repars de cet OK. échange avec une vision beaucoup plus claire du panorama complexe dans lequel on et incertain, hein, dans lequel on évolue. Un grand, grand merci pour ça. Et puis, on Bah, va merci pour suivre de l'invitation. près, ouais, on va suivre de près tout ça. Au plaisir de t'accueillir dans les clubs APM pour continuer à mobiliser les chefs d'entreprise, à leur décrypter le paysage. Et si tu avais un conseil à donner à nos chefs d'entreprise aujourd'hui, au démarrage 2023? Non, je crois qu'il y a vraiment 2 conseils. Il y a d'abord le très court terme. Qu'est-ce qu'on fait en termes de rémunération de ces collaborateurs? Est-ce qu'il faut augmenter les salaires, et à hauteur de l'inflation? Là, je dirais, bon, il faut être prudent peut-être parce que, il est possible que, l'inflation, bah, que les prix ne restent pas aussi élevés. Donc là, effectivement, peut-être utiliser beaucoup les primes aujourd'hui, ça paraît être, assez prudent, mais avec à l'esprit que potentiellement ces primes en 2024, il va falloir les transformer en salaire si les prix sont restés élevés. Donc, peut-être prudence aujourd'hui et augmenter ses collaborateurs plus avec des primes qu'avec du salaire, mais avec un en-tête qu'il va falloir le faire un jour ou l'autre parce que, à mon sens, les prix vont rester élevés. Ça, c'est le premier point. Mmh. Le deuxième point, c'est que de toute manière, aujourd'hui, la contrainte qui va peser dans les années à venir, c'est la contrainte environnementale. Et donc, il va falloir vraiment réfléchir à la production de demain, eh ben, avec cette contrainte qui va prendre plusieurs formes, des formes qui sont pas très sympathiques comme une taxe carbone ou comme de la réglementation, mais également des choses un peu plus sympathiques qui prendraient la forme d'aides publiques. Et donc, il y a quand même des aides à aller chercher, à la fois en France, mais aussi dans le cadre européen, pour essayer de se transformer et ben, essayer d'avoir une production qui émet le moins possible de CO2. Écoute, on pourrait se retrouver fin 2023 ou peut-être avant pour un autre épisode dédié à ça, aux perspectives d'une croissance Avec durable, plaisir. voilà, qui tienne compte de l'environnement quand, tout ça aura repris, qu'on sera sur des rails, un peu plus avec un peu plus de visibilité. Un grand, grand merci Eric, à très bientôt. À bientôt. Au revoir.